Alors Péraillon, en fait, c'était une famille à la base, donc en 1884, qui a ouvert une imprimerie. Péraillon, c'était l'imprimerie peut-être la plus connue de Lyon, qui faisait des imprimés de ville, des invitations, des menus, des faire-part de mariage notamment. Et ils avaient 2 boutiques sur la rue Victor Hugo, pour autant que je sache, en regardant sur les archives. Ils étaient au 1 et au 5, et donc ils avaient un côté papeterie et un côté imprimerie. Et puis au fur et à mesure des années, puis des membres de la famille qui reprenaient, c'est surtout devenu une papeterie. Ils sont recentrés au premier de la rue Victor Hugo, et donc on fait à la fois du stylo et de l'imprimerie. Donc à la base, c'est connu comme une imprimerie. Puis dans les années 80, ça s'est vraiment spécialisé dans le stylo, toujours avec le pôle imprimerie, mais bon, l'écriture a pris un peu d'ampleur. Et en 2001, je crois, les Péraillon ont vendu le magasin et ça a été racheté par un ancien banquier à la retraite qui a eu envie de changer de vie. Et lui est resté en place jusqu'à 2015. Et puis les 3 dernières années, malade, il a décidé de vendre son magasin. Et je suis arrivée sur ces entrefaites en 2014, puisque je suivais mon conjoint qui venait habiter sur Lyon. Et je travaillais déjà dans un milieu de papeterie haut de gamme et de stylo. Et par hasard, en discutant avec mes patrons, on est tombé sur l'annonce de la vente de ce magasin-là dans le magazine PNP, qui est le magazine de la papeterie française. Et le lendemain, j'étais ici pour visiter le magasin. Le projet à la base, c'était que mes anciens patrons faisaient une offre pour acheter le magasin. Donc je venais là en éclaireur, savoir comment ça se passait. Et quand j'ai passé la porte, je me suis dit, ça ressemble exactement au magasin dans lequel je travaille déjà. Ils font de l'imprimerie avec les mêmes prestataires, ils ont les mêmes fournisseurs, c'est la même ambiance. Ah, c'est trop pour moi. Et donc du coup, hyper motivée, j'ai contacté mes patrons en disant il faut que vous l'achetiez, il faut absolument ce magasin-là, et puis je veux absolument en être gérante, responsable de magasin, je me vois trop là-dedans, puis je ne suis pas perdue, je connais déjà tout. Et ça a mis 2 ans en fait à se concrétiser, puisque les Parisiens qu'ils étaient, ils ont visité Lyon, et la rue Victor Hugo, c'était pas dans le centre-ville, c'était pas une rue assez classe, personne connaît ce magasin, il y a beaucoup trop de montants de travaux, il y avait toujours un truc qui allait pas, et donc ça traînait. Pendant ce temps-là, j'étais au chômage, moi j'attendais en fait. Donc à un moment donné, il a fallu que je trouve du travail, donc j'ai fait vendeuse en attendant. Et puis un jour, il me téléphone en me disant non, on rachète pas, c'est trop cher, c'est pas intéressant, c'est pas du bon côté de la place Bellecour. Preuve qu'ils ne se sont absolument pas renseignés ni sur le magasin, ni sur les rues, rien du tout. Mais pendant ce temps-là, moi, ça m'a laissé le temps de cogiter, de me dire, est-ce que je ne deviendrais pas entrepreneur ? Parce que j'avais 2 projets dans la vie, des projets qui ressemblaient plus à des rêves qu'à des projets. C'était d'être mon propre patron. Et le rêve idéal pour moi d'un métier qui me permettrait de m'amuser, ce serait d'avoir un magasin où je vendrais du stylo et du papier toute la journée. Et en fait, tout était téléphoné depuis 2014 et je me disais, c'est pas possible que ça rate. C'est pas possible. Ce magasin, en plus, il a 133 ans à l'époque du rachat. Il a toujours fait ça, c'est implanté dans Lyon, et j'ai pas besoin de créer une entreprise, je la reprends et je la rénove en fait. Je fais du BTP d'entreprise. Ça ne peut pas ne pas marcher. Donc je me suis acharnée, j'ai rencontré une comptable, on a essayé de monter le projet, puis quand mon ancien patron m'a dit on rachète pas, j'ai appelé la comptable, j'ai dit moi j'ai pas d'apport, j'ai pas d'argent, je sais pas comment monter le projet, je crois que c'est mort. Venez me voir quand même, venez me voir, on va essayer. On a passé une demi-journée sur l'ordinateur à tripoter les chiffres, à se poser plein de questions, etc. Et on s'est dit, en fait, peut-être ça marche. Bon, à 99%, ça passera pas, vous n'avez pas d'apport, ou alors il est ridicule par rapport à ce qu'il faudrait. Mais si vous faites ça, etc., peut-être ça marche. J'ai rencontré un courtier, le courtier m'a dit votre dossier, il est compliqué. Franchement, si vous voulez y aller, on y va, mais à 99%, c'est mort. Moi, j'ai tendance à me dire en général, si vous me claquez la porte au nez, je vais quand même essayer de passer par la fenêtre. Il y a bien un moyen où on peut rentrer. Et s'il reste 1%, on va y aller. Moi, si c'est pas non, définitivement non, c'est peut-être oui du coup, peut-être je peux essayer. Et on a mis encore 6 mois à essayer de monter le projet. J'ai fait des demandes de prêt d'honneur que j'ai obtenues. Et en février 2016, on a signé pour le rachat du magasin. Et le 17 mars, j'avais les clés officiellement de Péraillon. Donc ça a mis un moment, mais j'ai racheté le magasin avec l'envie de garder en fait ce côté authentique et ancien. Et je m'en rends compte encore tous les jours. Ça fait 5 ans et demi que j'ai le magasin.
tous les jours, il y a des clients qui rentrent en me disant « Mais moi, j'ai acheté mon stylo ici pour la première fois, j'avais 10 ans et monsieur, il a 80 ans. Péraillon, quand je sortais de l'école, je venais regarder les vitrines. Ah tiens, j'ai fait mes faire-part de mariage chez vous. Et puis le faire-part de naissance de ma première fille, qui aujourd'hui a 50 ans. Voilà, c'est un magasin qui est intégré dans l'histoire de Lyon. Et je voulais garder ça. Et à côté de ça, c'est un magasin qui est spécialiste imprimerie et stylo. Et je l'oriente beaucoup sur l'écriture haut de gamme surtout. Et pas haut de gamme forcément en termes de prix, mais en termes de qualité et de conseils. Donc voilà, Péraillon suit sa route et j'espère que ça durera encore longtemps. J'aimerais bien fêter les 140 ans. Je suis quelqu'un d'assez têtu, et puis quand je tiens un truc, je le lâcherai pas tant que c'est pas complètement mort. Et je peux m'acharner pendant des mois et des mois sur quelque chose si je sais qu'à la fin ça peut marcher. Et Péraillon, ça pouvait pas faire autre chose que marcher. C'était une histoire en fait. C'était comme laisser mourir quelque chose qui ne demandait qu'à exister encore. Et je voyais pas quoi faire d'autre, concrètement. J'ai fait de la vente en textile, ça me plaît pas du tout. J'ai fait de la communication dans des entreprises, j'aimais pas non plus. Et ce qui m'éclatait, c'était de pouvoir entreprendre quelque chose moi-même jusqu'au résultat final. Et c'est tellement satisfaisant, même quand on se foire, on s'est foiré tout seul et quelque part, avec toutes les galères qu'on peut vivre aujourd'hui, je reviendrai quand même pas en arrière et j'échangerai pas, parce que la barque, c'est moi qui la dirige. Je sais pas toujours où je vais, mais j'y vais quand même. Après, je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que je pars du principe que toujours essayer de prévoir en avance et toujours essayer de savoir exactement où on va, finalement, c'est le meilleur moyen, des fois, de naviguer dans l'échec total tout le temps. Et l'échec, comme dirait Edouard Baird, j'en viens, j'en ressors, j'y retourne. Finalement, c'est ce qui m'a permis de me viander. Finalement, c'est ce qui m'a permis d'avoir ce magasin. Et c'était ça aussi ma motivation, c'est de me quitte à me viander, pour une fois, je vais le faire en beauté. Ma foi, ça fait 5 ans que je me foire et que ça tient encore. et les banquiers, j'en ai rencontré plusieurs quand j'ai eu mon projet. Et effectivement, ils me disaient « Vous n'avez pas d'apport ». Non, j'ai pas d'apport. À l'époque, j'avais 32 ans. Je sortais de plusieurs années de salariat. Et j'avais beau avoir des économies, le montant de l'apport était juste gigantesque. Et je me suis dit, écoute, quitte à être au chômage et à avoir du temps de libre, je vais quand même essayer de secouer et de tirer toutes les ficelles que je peux tirer. On verra bien ce qui vient. Et j'ai réussi à avoir un prêt d'honneur avec le Rhône Développement Initiative qui m'a prêté la somme la plus importante qu'ils ont prêtée cette année-là aux entrepreneurs. Donc ils m'attendaient aussi au tournant et finalement quand on a fait l'entretien, l'oral en fait, il y a un oral pour présenter son projet, je suis arrivée très défaitiste parce que en plus on avait des difficultés avec l'acheteur qui voulait pas valoriser le stock, etc. Donc il manquait une ligne d'information qui rendait très méfiant les personnes qui potentiellement pouvaient me prêter cet argent. Et en fait, la première phrase que la personne a dite, puisque le RDI s'était composé à l'époque d'anciens banquiers, d'entrepreneurs, il y avait plein de gens de plein de secteurs différents qui jugeaient mon projet. La première chose que la personne m'a dite, c'est « Alors vous arrivez avec un projet improbable, qui a encore des stylos écrit encore aujourd'hui ?» Et lui, il m'a tellement piqué au vif que je l'ai allumé pendant une demi-heure en lui disant « Vous avez quoi à la main ?» Vous avez un Mont Blanc en plus, donc là on va commencer à discuter parce que c'est pas la meilleure marque, mais il y a plein de choses à raconter. Et en fait pendant une demi-heure, je lui ai fait l'article de son stylo et de ce qu'il aurait dû acheter, ce qu'il aurait pu proposer, ce que les gens avaient en main. Et en fait je leur ai vendu le magasin. Je leur ai vendu le projet, le magasin, et puis et en fait je suis partie là en me disant jamais je l'ai, c'est mort, c'est sûr c'est mort. Puis en fin d'après-midi, ils m'ont dit ok, on vous prête. Ah bon? Ouais. Par contre, on vous a donné beaucoup à vous, donc on vous attend au tournant. Et de là, j'ai réussi à avoir le magasin et c'est un défi tous les jours. Donc j'aurais tendance à dire que j'ai de la chance parce que aujourd'hui, mon dossier ne passerait absolument pas. J'ai des collègues qui sont en train d'essayer de remonter leur magasin après l'avoir perdu. Suite au contexte dont je ne ferai pas l'article, mais les 3 dernières années n'ont pas été super fun pour les entrepreneurs que nous sommes. Et ils ont un super dossier, ils ont de l'apport, ils ont tout ce qu'il faut. Malheureusement, ils traînent derrière eux les casseroles des manifestations sur 3 ans, des prêts d'honneur qu'on leur a fait, les PGE et les prêts Gilets jaunes qu'il y a eu il y a 3 ans. Donc ils traînent ces casseroles-là. Et donc du coup les banques ne prêtent plus. Donc malheureusement, leur projet tombe à l'eau et donc ils vont devoir chercher du travail. Donc c'est pas évident et cette année je pense que je l'aurais pas eu mon prêt si j'avais demandé maintenant.
Mais c'est pas une raison pour lâcher l'affaire. Si on est convaincu aujourd'hui de ses compétences, si on est convaincu de son envie d'entreprendre, c'est maintenant qu'il faut le faire. On n'a jamais l'assurance totale que son projet va marcher. Et ce qu'on veut faire, c'est pas toujours évident de le savoir. Maintenant, il n'y a pas que de la passion, en fait. C'est une espèce d'ardeur et de sentiment, de volonté de foncer et de bâtir quelque chose de soi-même. Et l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est de la prise de risque, c'est des fois de l'inconscience. Parce que si c'est facile de faire du saut à l'élastique, hein, voyez le fond. Ben, les gens qui sautent en général ont un petit peu d'inconscience. Hein. Parce que si vous réfléchissez, vous n'y allez jamais. C'est se jeter dans le vide, c'est prendre des risques, c'est y aller au culot, c'est avoir l'envie de créer un projet, de voir jusqu'où ça va. Et c'est aussi le risque de complètement se foirer, et des fois fort. Mais c'est le jeu. C'est quelque part ce que je ne retrouvais pas dans le fait d'être salarié. C'était les risques, c'était mes patrons qui les prenaient, et moi j'avais une vie quelque part tracée, ce qui pour beaucoup convient, et je ne critiquerai jamais ça. Moi ça m'allait pas. Moi ça m'allait pas parce que je dirigeais pas la barque, je savais pas forcément dans quelle direction l'entreprise allait. Et des fois, ça ne me convenait pas, il n'y avait pas des valeurs qui me convenaient. Et on ne peut pas trouver 100% de ce qu'on cherche dans une entreprise qui n'est pas la sienne. Des fois, on ne peut pas trouver 100% de ce qu'on cherche dans l'entreprise qui est la sienne. C'est aussi pour ça qu'il faut se battre tous les jours et sortir les dents, et qu'être entrepreneur aujourd'hui, c'est aussi être résilient et d'accuser le choc. On est un peu les boxeurs de nos entreprises, hein. On se prend des tartes tous les jours, des petites, des grosses, des moins grandes, et puis on se relève et on y retourne, parce que c'est ça qui nous fait manger, puis c'est ça aussi qui nous fait vivre dans tous les sens du terme. Donc j'aurais tendance à dire, pour les jeunes qui veulent se lancer, vous allez vous prendre des calottes quoi qu'il arrive, va falloir les assumer derrière. Et si vous êtes en entreprise, il faut apprendre. Et puis ce que je savais pas à l'époque, mais que j'ai fait quand même, c'était de me dire, je déteste mon boulot, je m'y éclate pas du tout, mais je sais qu'un jour, peut-être que je serai à leur place à eux. Moi aussi, je gérerai quelque chose, il faut que j'apprenne. Et être en situation d'échec quand on est salarié, c'est quelque part qu'on lâche aussi un peu l'affaire. Et il faut se battre aussi quand on est salarié, prendre les choses qui sont à prendre, laisser le reste de côté, parce que de toute façon, il y aura du positif qui en sortira, même si on n'en est pas conscient sur le moment, même si l'échec est lourd à porter sur le moment, il va forcément en sortir quelque chose derrière qui va nous servir, soit pour un autre boulot, soit pour monter son entreprise. Et ça, je le teste tous les jours. Après, il y a deux générations de commerçants différents. Vous avez les commerçants et vous avez les entrepreneurs. C'est pas la même chose et c'est pas la même vision du travail au quotidien. Voilà, les commerçants sont pas loin de la retraite aujourd'hui, donc ils vont être derrière leur comptoir, ils vont être très pudiques sur leurs chiffres, sur la santé de leur magasin, et des fois c'est pas bon, parce que quand vous êtes persuadé que rien ne va dans votre magasin, mais que vous n'en parlez à personne et que vous gardez tout pour vous, vous pouvez pas comparer. Et c'est pour ça que j'ai l'association des commerçants, je suis secrétaire du manager de centre-ville, MyPresqu'île, où on est 250 commerces, tout confondu, petits commerçants, indépendants, artisans, créateurs et grandes enseignes. Quand on se réunit à titre informel, on fait des petits déjeuners, des repas, des apéritifs des fois, de manière complètement décontractée, on va dire mais putain, j'ai personne aujourd'hui, je fais 0 chiffre par rapport aux années précédentes, c'est une catastrophe, je vais fermer le magasin, puis en fait vous vous retrouvez avec 10 personnes en face, sur les 10, il y en a plusieurs qui vous disent mais moi c'est pareil. Ah bon? Mais comment ça se fait? Mais en fait, c'est pas mon magasin qui est en mauvaise santé ou mon entreprise, mais c'est qu'il y a un contexte et que vous avez des produits qui marchent mieux que d'autres à certains moments de l'année. Voilà. Donc c'est intéressant, et c'est en ça qu'on est différent entre les commerçants et les entrepreneurs. Vous avez beaucoup de commerçants qui sont tournés vers eux-mêmes et qui ont une vision qui leur appartient, mais qui vont pas avoir l'esprit business et entrepreneurial et l'évolution de leur magasin. Et vous allez avoir le côté entrepreneurial, ces entrepreneurs qui vont avoir un magasin, passionnés ou non par leurs produits, parce qu'ils peuvent très bien choisir un produit parce qu'il fonctionne. Et l'intérêt pour eux, c'est de gérer une entreprise plus que de mettre en avant un produit. Mais quoi qu'il en soit, ceux-là vont être proactifs. Ok, mon magasin il marche pas, qu'est-ce que je peux faire de plus? Tiens, je vais refaire les vitrines plus souvent, je vais embaucher un apprenti, je vais mettre sur les réseaux sociaux, je vais faire un site internet, je vais essayer de voir des partenariats, des collaborations, etc. Ils sont toujours proactifs et ils sont dans le positif, parce que si on n'est pas résilient et si on se laisse couler, on ferme. Il n'y a
pas si longtemps, on me disait encore que les commerces allaient disparaître et que tout allait se faire par Internet. Je trouve ça triste de penser à ça parce que je suis convaincue que c'est pas vrai. Et on a besoin aujourd'hui plus qu'avant de relationnel, de conseils, d'expertise. Et les preuves en est, en fait, peu de temps après le deuxième confinement, j'ai un client qui est venu. Alors on fait du stylo très cher, mais pas que. On n'est pas élitiste à ce point-là. Et le monsieur avait un tout petit budget, donc je lui ai vendu un stylo à 35 €. J'ai fait la vente comme pour n'importe quel client. Il est parti et il est revenu quelques mois plus tard en me disant oui, je vous avais acheté un stylo et j'ai au moins un super pouvoir dont je suis assez fière, c'est que je me rappelle des gens très longtemps après. Et je savais ce que je lui avais vendu, donc je lui ai demandé si le stylo, il y avait eu un souci. Il me dit non, mais justement, j'adore, donc je vais en reprendre un, le même, d'une autre couleur. Puis vous me l'avez tellement bien vendu que je reviens chez vous. Et en fait, il tarissait pas d'éloge sur le moment parce que pour lui, le stylo à 35 €, j'avais pris trop de temps à lui vendre alors que c'était un stylo pas cher. Et que ça lui avait fait plaisir que je le mette autant à l'aise et que je m'occupe autant de lui que si j'avais vendu un stylo à 3 000 €. C'est à quoi j'ai répondu, c'est le métier du commerce, en fait, il n'y a pas de petits clients. On a des clients, puis on a des gens en face, on les traite bien. En tout cas, chez moi, c'est la politique, tout le monde est bien traité, tant qu'on nous traite bien, c'est la base. Donc j'ai fait la vente, il s'en va, et il revient une demi-heure plus tard avec un énorme paquet alors c'est pas des calissons d'Aix, parce que c'est pas la bonne ville, des coussins. Et il a un énorme coussin, sac de coussins, en disant voilà, je vous offre ça. Et je suis restée bête parce que j'avais du monde en magasin. Et je me suis retrouvée avec le paquet dans les mains. Je dis mais pourquoi? Il me dit parce que on dit toujours du mal des gens quand on n'est pas content, mais on dit jamais merci quand ça se passe bien. Donc c'est la moindre des choses. Merci à vous, c'était super, vous êtes génial, merci beaucoup. Je passe un super moment. Et je me suis retrouvée comme une mouille devant mes autres clients, avec les yeux tout mouillés, parce que c'est rare quand ça arrive, mais du coup c'était tellement spontané que voilà, c'était un super moment et que ça me permet de me dire à chaque fois quand on me dit personne n'écrit, les commerces vont mourir, ça sert à rien, on va tous faire en ligne, c'est que les gens n'ont pas conscience à quel point ils ont besoin des autres en fait, et que si les commerces continueront à exister tant qu'on a des commerces où on est convaincu aussi de notre produit et convaincu du besoin d'accueil et du relationnel avec nos clients. Je ne saurais pas ce que j'insuffle. J'avoue que je suis pas trop dans cette. J'aimerais transmettre quelque chose, mais j'ai de moi la vision de quelqu'un de pas du tout pédagogue. Je pratique beaucoup la théorie le temps que je t'explique, j'aurais plus vite fait de le faire moi-même. Donc je suis aussi en apprentissage quelque part avec Justine. J'apprends à essayer de transmettre. Donc on discute pas mal, hein. Enfin je parle beaucoup, mais c'est vrai que du coup on a beaucoup d'écart, donc j'ai une vision qu'elle n'a pas forcément, et donc on a des débats et des fois j'apprends des choses aussi. Mais j'essaie peut-être d'insuffler quelque chose, en tout cas de transmettre quelque chose, mais je le verbalise pas forcément, je l'intellectualise pas forcément. Donc je ne sais pas du tout ce que je peux donner de l'extérieur. Peut-être quelqu'un de très désorganisé, ça j'avoue. Mais en même temps, je suis seule en magasin depuis très longtemps et depuis 5 ans et demi, j'ai personne qui va me dire si ce que je fais est bien ou pas bien. Du coup, je le fais à ma sauce. Donc c'est vrai que j'essaye de m'adapter et d'être un peu plus organisée pour pouvoir transmettre et faire comprendre le fonctionnement du magasin et de ma vision de la boutique. Je ne sais pas si j'y arrive, mais en tout cas, j'aurais du mal à complètement changer pour que la personne comprenne. C'est aussi ça l'intérêt de l'apprentissage, c'est que la personne va devoir s'intégrer en fait au fonctionnement et le comprendre, l'appréhender et pas l'inverse. Donc je dirais que pour l'instant ça se passe plutôt bien. Après c'est pas très compliqué, je suis pas très prise de tête, mais voilà, l'essentiel c'est d'expliquer que le magasin fonctionne de telle manière. C'est mon entreprise, donc forcément, elle est calquée sur mon mental. Des fois, c'est indissociable. C'est en plus ma maison en même temps que mon entreprise, donc c'est faire rentrer quelqu'un un peu dans sa vie privée, hein, de rentrer dans le fonctionnement de mon magasin. C'est la première fois du coup que j'ai une apprentie. Et c'est pas évident tous les jours d'accepter ça et de le faire, mais finalement je trouve ça quand même assez apprenant pour moi aussi. Et c'est un nouveau défi que j'avais pas encore relevé, donc on va y aller à fond. Finalement, j'ai peur de devoir après la rendre. Parce que ça m'aide quand même pas mal, notamment sur la communication. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir quelqu'un de beaucoup plus jeune aussi, qui a l'habitude des réseaux sociaux différemment de moi. Moi, je le vois de manière professionnelle. Elle le voit comme un outil du quotidien, puis qui prend une place tous les jours différente de moi. Donc, du coup, on a des discussions, on a des points de vue différents. Donc ça peut faire évoluer le magasin, c'est une bonne chose sur toute la ligne. Donc finalement, le fait de m'adapter et d'avoir quelqu'un aussi au magasin,
ça passe les journées différemment et puis ça permet d'avoir quelqu'un qui peut m'épauler aussi et qui apprend en même temps. Donc je ressens moins le risque pour mon entreprise d'avoir un apprenti. Au pire, c'est qu'un an. Et au mieux, ça peut que bien se passer si on apprend l'une de l'autre. Alors moi j'ai eu l'avantage d'avoir déjà la connaissance de l'immersion en entreprise en parallèle de mes études, puisque j'ai fait un BTS, donc j'ai été obligée d'être stagiaire. Donc j'avais déjà ce point de vue-là, mais l'alternance c'était quelque chose de différent parce qu'on est en entreprise toute la semaine, 4 jours par semaine. Donc voilà, c'est quelque chose de différent, il fallait vraiment s'intégrer. Mais en même temps c'était plus facile, puisque on était là toutes les semaines, on avait le suivi de tout ce qui se passait. C'était beaucoup plus facile de suivre en fait ce qui se passait en magasin. Après, de ce que j'appréhendais, la relation déjà avec le patron c'est primordial. Savoir si ça allait bien se passer, si on allait se correspondre l'une l'autre. Je doute aussi beaucoup sur moi-même, donc je voulais plaire en fait. Je veux que mon travail serve à quelque chose, que je sois pas la valeur ajoutée qui sert à rien en fait. Donc voilà, j'avais cette appréhension-là. Et vis-à-vis du produit, c'était un univers que je ne connaissais pas du tout. J'avais ce côté créatif, mais je ne connaissais pas du tout l'écriture, les encres, du tout. Donc c'était aussi de découvrir, d'apprendre les noms des marques, d'apprendre les caractéristiques techniques, de savoir un petit peu tout ce que cet univers pouvait proposer et de pouvoir après du coup conseiller le client avec ces connaissances-là. En fait, de faire la communication en même temps que la vente, ça m'a aidé l'un dans l'autre à aller chercher la caractéristique produit sur internet pour après pouvoir conseiller mon client sur le point de vente. Donc en fait, étonnamment, j'ai vite appris ce qu'était qu'un converteur, pourquoi ce stylo était comme ça et pas comme un autre. Je connais mon produit, j'ai pas peur de conseiller le client. Bon, il y a toujours forcément des petits moments où ça coince, où je me fais coincer par mon client, c'est normal, ça fait que 3 mois. Je suis encore en apprentissage, je suis pas vendeuse agréée pour l'instant. Moi au début je suis quelqu'un de très timide quand je ne connais pas. Mais une fois que j'ai passé une semaine avec la personne, de suite j'ose communiquer, j'ose poser des questions, demander pourquoi ça allait pas, pourquoi j'ai fait cette erreur et que du coup comment je pourrais l'améliorer. Je suis quelqu'un qui communique beaucoup, qui ose demander les choses en fait. Et c'est ça qui est important quand on apprend, il faut pas dire tiens je demande ça veut dire que je suis nulle. On apprend, il faut oser poser des questions parce que sinon on restera coincé dans cette question et on n'avancera jamais. Donc il faut oser poser des questions, il faut oser se tromper, c'est pas grave. Puis même si on est salarié, en dehors de l'apprentissage en fait, il faut toujours oser poser des questions, oser se rater puisqu'après on peut que s'améliorer. Faut pas avoir peur de se lancer, qu'il faut s'accrocher. Et que même s'ils se trompent de voie, s'ils se trompent d'entreprise, si ça se passe mal, il y a toujours des petites choses à récupérer, des choses à apprendre qui pourront après leur permettre de monter. Ils n'iront pas tout de suite dans des postes incroyables avec beaucoup de responsabilités, un gros salaire, c'est quelque chose qu'on nous promet beaucoup sur les réseaux sociaux en tant que jeunes et c'est pas du tout la réalité. Il faut passer par ces petits boulots, ces petits apprentissages pour pouvoir monter et puis peut-être atteindre ce niveau-là quoi. Je voulais m'orienter vers la mode, j'ai beaucoup cherché toute seule, j'ai commencé mes recherches à partir de janvier dès que je me suis inscrite dans l'école. Donc je recherchais beaucoup à ce niveau-là et c'est vrai que je me suis pris pas mal de baffes, j'ai eu beaucoup de refus. Et du coup de fil en aiguille, l'école m'a proposé Pérayon. J'étais pas forcément, sincèrement j'étais pas emballée au début parce que le stylo je connaissais pas, je savais pas dans quoi je m'embarquais, mais les missions m'ont plu pour autant. Je voulais faire un petit peu de réseaux sociaux parce que j'ai toujours fait que vendeuse en magasin et du coup je voulais toucher un peu à autre chose mais sans perdre les compétences que j'avais déjà acquis en tant que vendeuse. Et c'est vrai que je l'ai retrouvé dans la fiche de poste pour Pérayon, il y avait un petit peu de vente et il y avait de la communication qui était incluse à l'intérieur, donc j'ai dit allons-y, lançons-nous. Et finalement je suis pas déçue du tout, donc il faut pas se focaliser que sur je veux être dans un domaine et il faut absolument que j'aille là-dedans pour y rester. On peut, comme j'ai dit précédemment, acquérir des compétences dans d'autres domaines, d'autant plus ça peut nous enrichir. Je peux apprendre des choses, je sais pas, dans les voitures qui pourraient me servir pour vendre après un stylo ou autre. Il faut pas être réfractaire, du tout en fait. Il y a toujours des choses à apprendre. C'est surtout qu'on peut pas tout avoir du premier coup et à 20 ans
faut ciseler ses envies et ce qu'on a envie de faire. C'est pas 20 ans qu'on va dire je vais faire ça, puis toute ma vie je ferai que ça. Ça, c'est ce que nos parents nous disaient de la vie professionnelle quand on était gamin, qu'on allait en cours. Fais tel métier, ça gagne bien sa vie, et puis tu verras, tu feras toute ta carrière, tu monteras les échelons. Ça n'existe plus, ça. Mais à l'inverse, on regarde trop les réseaux sociaux, on est trop persuadé qu'on va faire un truc, ça va cartonner, on va gagner des millions, et puis on sera à doudou en train de conduire une super bagnole. Non, c'est pas vrai. Ou alors, il faudra se prendre quand même des calottes. Il faut se les prendre. Il faut tomber dans un trou et essayer de remonter tout seul. Sinon, je vois pas l'intérêt de la vie, en fait, de ce sentiment de sentir vivant, si tout est facile, tout glisse trop bien dès qu'on a 20 ans et qu'on arrive dans le monde du travail. Il faut s'en prendre, il faut juste se dire je vais m'en prendre. Pas grave. Je veux quoi dans la vie? Et puis ça me plaît pas du tout ce que je fais. Mais si du moment où vous considérez que ça vous plaît pas, vous foutez plus rien dans votre entreprise, vous êtes en situation d'échec et c'est un échec perpétuel parce que vous faites rien, vous vous plantez, on vous dit que vous plantez, que vous servez à rien et du coup vous passez un très mauvais apprentissage notamment où ça se passe super mal en entreprise. Et vous savez plus ce que vous perdez complètement. Donc c'est l'intérêt en tout cas de l'apprentissage et du démarrage dans la vie active, c'est de ciseler son projet. On ne peut pas tout avoir d'un coup. Et des fois on n'a jamais tout d'un coup. Ça s'appelle la vie. Les encres Ferris. C'est vrai que c'est des encres qui ont un look un petit peu particulier. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'effort qu'il y a eu autour du packaging notamment. Puis c'est vrai que c'est des couleurs qui sont assez pastel. C'est ce que j'aime bien, qu'il y ait beaucoup de couleurs. Voilà, on peut bien s'amuser avec le panel de chez Ferris. Là en ce moment, ma nouvelle obsession, c'est une marque qui s'appelle Twisby, qui vient de Taïwan. Donc ce sont des stylos qui sont dans la vitrine juste derrière, qui se chargent directement au flacon, donc on n'utilise pas de cartouche. Donc quand vous avez une petite sensibilité écolo, on évite de jeter du plastique. Ils sont hyper performants, ils sont pas très chers, ils sont trop jolis. Enfin voilà, c'est la nouvelle obsession du moment, et jusqu'à ce que je reçoive un nouveau colis.